Éric Coquerel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Antoine Armand, ancien ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, député Ensemble pour la République de Haute-Savoie. Bruno Jeudi, éditorialiste politique BFM TV, directeur de la Tribune Dimanche, qui aujourd'hui fait la une sur ça nous donne envie. les lieux de villégiature préférés des Français. En juillet, non ? Comment ? Oui, absolument, vous avez raison. Je commence avec une question assez large. 40 milliards d'euros d'économies, Éric Coquerel. Est-ce que, c'est à minima souhaitable quand on entend et quand on lit ce que dit la Cour des comptes, qui explique que là, vraiment, il est minuit moins une et il faut faire ces efforts-là, sinon il y a un risque de dérapage qu'on ne pourrait pas rattraper. Et est-ce que c'est possible, fonction de la configuration politique ? Ce qui serait surtout possible, c'est d'arrêter de faire la politique qui échoue depuis 2017. Voilà. C'est-à-dire une politique qui est celle de l'offre, de la compétitivité. C'est-à-dire on attire les capitaux, c'est ça le pari. Ça va créer de l'emploi, créer de l'investissement, créer de l'industrie. Et puis réduire les déficits. Alors, les déficits ont explosé. Et en plus de ça, au niveau emploi, on est bientôt à plus de 8% de chômeurs. On est à moins de 10% pour l'industrie dans le PIB, c'est historique. La productivité du pays baisse, etc. Donc, tout est au rouge. Bon, donc, soit on continue la même chose. Mais il faut les faire, ces 40 milliards d'euros d'économies. Non, il ne faut pas faire 40 milliards d'économies en prenant sur les dépenses publiques. Depuis 2017, dans le PIB, la dépense publique, elle est à peu près stable. D'accord ? Ce qui a baissé considérable de 3 points, c'est les recettes. C'est-à-dire les impôts, et les impôts notamment aux plus riches, justement pour attirer les capitaux dont je parlais. Bien. Donc c'est là-dessus qu'il faut revenir, à la fois pour réduire les déficits, ça peut-être potentiellement. Moi je ne suis pas d'accord avec la Cour des comptes. Je pense que la Cour des comptes vient de produire un rapport, surtout Pierre Moscovici, qui est très orienté politiquement, qui est très alarmiste, même si en même temps il dit que notre dette est bonne. Alors c'est un peu contradictoire, mais je pense aussi surtout qu'il faut investir, parce que dans le moment où nous sommes de concurrence internationale, les Allemands vont mettre 82 milliards d'investissements sur l'industrie, 129 milliards en 2030, plus 500 milliards d'emprunts, et nous, on va mettre zéro et on va faire une politique d'économie. Peut-être aussi qu'ils ont fait des efforts en leur temps. Non, je ne crois pas que nous n'avons pas fait. On va peut-être en parler, mais le décrochage, il va être évident. Et on va en parler. Antoine Armand, au fond, quand on écoute Éric Coquerel, ça revient à la question. Très bien de fixer un objectif très ambitieux, 40 milliards, mais moi, je ne vois pas le quart du début, de dixième d'une convergence entre les forces politiques pour atteindre cet objectif-là. Oui, parce qu'on est à un moment politique extraordinairement difficile. On a une des dettes les plus élevées de notre histoire. On n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour faire adopter un budget aussi difficile que ce soit. Et en même temps, et moi je reprends à mon compte la comparaison européenne, pas pour en tirer les mêmes résultats. Oui, effectivement, l'Allemagne annonce des investissements. Mais l'Allemagne a une dette 2 fois inférieure à la nôtre. Oui, l'Italie propose des investissements dans ses infrastructures qui sont d'ailleurs très vieillissantes. Mais l'Italie a plusieurs points de croissance. La France est aujourd'hui dans une situation d'isolement financier. D'ailleurs, je précise, ça ne me fait pas plaisir de le dire. Mais pour rajouter, je vous coupe une seconde, Antoine Armand, sur la question du financement, notamment de la dette, c'est assez important. Désormais, la France se finance plus cher que l'Italie sur les marchés financiers. De très peu. Non, mais à 5 ans, vous avez 3 fois plus de personnes qui viennent chercher notre dette que de dettes émises. Donc arrêtons d'alarmer. Je ne comprends pas. Non, mais je ne comprends pas pourquoi il faudrait minimiser sans cesse l'ampleur de la dette. Je ne comprends pas pourquoi il faut minimiser. Je vous laisserai répondre si vous voulez bien. Je ne comprends pas pourquoi il faut minimiser le fait qu'il y a une vingtaine d'années, nous étions encore au-dessus de l'Italie et que maintenant, 20 ans après, nous changeons de niveau et là où nous étions en compétition avec l'Allemagne pour les taux d'intérêt, nous sommes maintenant avec l'Italie. Là où nous avons retrouvé, contrairement à ce que vous avez dit, un taux de chômage le plus bas depuis une vingtaine d'années, nous arrêtons de supprimer des emplois industriels. C'est le moment où il faut continuer à investir. Si, c'est vrai. En nombre, c'est vrai. Non, c'est faux. Si, en nombre, c'est vrai. On a régulièrement eu ce débat-là. Ce que je veux dire ici, c'est que oui, il faut investir. Vous voulez un point d'accord ? Oui, il faut investir. Il faut investir dans l'écologie, il faut investir dans l'industrie propre. Mais pour pouvoir le faire, il faut dégager des marges de manœuvre. On ne peut pas avoir la dépense publique la plus élevée de l'Union européenne, la plus élevée de l'Union européenne, être le pays européen qui taxe le plus et se dire la solution, c'est l'impôt. Les dépenses publiques, il n'y a rien à regarder. Ça ne peut pas être ça aujourd'hui, la lucidité face à notre situation. Antoine Armand, Éric Coquerel, on va essayer de prendre quelques éléments saillants du débat budgétaire. Premier élément, Néla Latrousse, sur la question des impôts. Et là, il faut dire qu'on entend des choses. On a la présidente de l'Assemblée nationale qui dit qu'il ne faut pas exclure. François Bayrou sur ce plateau jeudi qui disait bon, je veux pas répondre, il n'y a pas de moyens interdits et en même temps voilà. Éric Lombard qui dit dans les colonnes de la Provence qu'il n'y aura pas de création de nouveaux impôts. Est-ce que oui ou non, il faut s'attendre le 15 juillet, jour des annonces de François Bayrou,
à ce qu'il y ait une part de fiscalité dans cet effort de 40 milliards d'euros à faire? Alors la difficulté, c'est qu'est-ce que vous appelez impôt? Est-ce que c'est la création d'impôts nouveaux ou est-ce que c'est la suppression d'un certain nombre de dépenses qui font que, de fait, votre par exemple, une niche fiscale qu'on raboterait. Une niche fiscale, par exemple. J'ai entendu Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, expliquer que pourquoi pas retoucher à certaines aides aux entreprises. Bon, de fait, si, par exemple, vous retouchez à l'apprentissage, ce qui a pu être fait l'année dernière, vous renchérissez le coût de l'apprentissage, ça revient, de fait, à augmenter la fiscalité. Ce n'est pas un impôt à proprement parler, mais c'est là qu'il faudra voir jusqu'où les uns et les autres sont souples. La principale difficulté de François Bayrou dans cet exercice-là n'étant pas les positions des oppositions qui sont pour le coup extrêmement claires, et pour cause, bloc homogène du côté de la France insoumise, du côté du Rassemblement national, du côté du Parti socialiste, la taxe Zuckman qui est soutenue, mais à dire vrai, le seul intérêt n'est pas de savoir tant quel est le budget ou le contre-budget proposé par le Parti socialiste, mais est-ce qu'il vote une motion de censure concomitamment avec le Rassemblement national. Donc à la rigueur, le fond des propositions ne compte pas tant pour la survie politique de François Bayrou. Son principal problème, et c'est tout ce que vous avez évoqué, tout ce que vous avez évoqué, Éric Lombard, François Bayrou, Yaël Braun-Pivet, c'est le socle commun. Et c'est les Républicains qui font partie de cette coalition, colocation, on ne sait plus comment l'appeler, mais qui eux aussi fixent un certain nombre de lignes rouges. Et donc la difficulté de François Bayrou, c'est est-ce qu'il va réussir, à trouver 40 milliards, quelle que soit l'équation et quelles que soient les propositions mises sur la table aujourd'hui, je ne vois pas comment il y arrive. Et de deux, comment est-ce qu'il arrive à faire avaler ce budget, y compris à son propre socle. Ça fait sourire Antoine Armand quand Nélia Latrousse dit qu'elle n'est pas certaine qu'il va réussir à faire 40 milliards d'euros. Je vous donne la parole dans un instant et ça fait sourire aussi Bruno Jeudi. Bruno, effectivement, c'est intéressant ce que dit Nélia, c'est-à-dire que en fait, François Bayrou, il a bien sûr les problèmes de savoir qui va le censurer, mais il est aussi capable de mettre en rogne la terre entière au sein même de son propre bloc sur la question des impôts, puisque la famille que représente Antoine Armand dit nous, il n'est pas question qu'on cautionne la moindre augmentation de la fiscalité. Oui, le fait majeur des dernières semaines, c'est sans doute le début de dislocation de ce socle commun. Parce qu'on voit bien que plus rien ne va entre eux, là. Les quatre familles politiques, des LR au Renaissance, se divisent à peu près sur tout maintenant. Oui. Et ça, c'est vraiment un fait nouveau qui va rendre l'équation encore plus compliquée pour François Bayrou, si tant est qu'elle était facile, puisque le budget précédent, il l'a passé avec cette manœuvre plutôt réussie sur le conclave qui a neutralisé le Parti socialiste quelques mois. Exit le conclave, échec du conclave, il ne pourra pas refaire la même opération. Néla a raison, il y a vraiment deux blocs homogènes, deux blocs de granit, là, le LFI et le RN. Le RN, il faut voir jusqu'à quel point ils iront vraiment jusqu'au bout, s'ils feront s'ils appliqueront à Bayrou la même punition que pour Barnier. Il faut voir quand même, parce qu'il y a quand même cette situation de Marine Le Pen qui est particulière. Mais c'est vrai que le fait des dernières semaines, c'est quand même ce socle commun qui ne fonctionne plus. Éric Coquerel, est-ce qu'il y a vraiment de la marge sur la question des impôts? Est-ce que véritablement, quand on a cet effort à faire, compte tenu de la pression fiscale qui est élevée, compte tenu aussi parfois d'une forme de ras-le-bol de la part des Français, est-ce que vraiment il y a de la marge et est-ce que ça suffit de dire ce sera seulement les plus aisés et pour tout le reste de la population ce sera $1? Les cadeaux ont tellement été importants que sur les plus aisés que oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous, par exemple, vous appliquez la taxe Zuckman sur les patrimoines à hauteur de 2%, si vous appliquez une autre taxe Zuckman qui est cette fois-ci sur les multinationales qui, en gros, exportent leurs profits. C'est-à-dire ils ont un chiffre d'affaires de 20% en France et ils déclarent quasiment aucun bénéfice en France, ils le déclarent en Irlande. Alors là-dessus, on pensait faire face avec, vous savez, le fameux pilier 2, c'est l'impôt des sociétés minimales, on nous l'a dit pendant des années, les Américains le dénonçaient, donc il n'y aura pas. Si vous rétablissez un ISF climatique, si effectivement vous revenez sur certaines niches fiscales, au moins en partie. Par exemple, on sait que y a la taxe sur, que ce soit les emplois à domicile, la taxe sur le crédit impôt recherche pour partie, par exemple, qui bénéficie aux grandes entreprises comme Sanofi, qui en même temps, en réalité, ferment des laboratoires à domicile. Ça a aussi un effet direct sur les emplois en question, si jamais vous rabotez le crédit impôt. Je ne vous dis pas de revenir sur tout ça. Ouais. Je dis que dans l'ensemble, on peut récupérer, à mon sens, au moins 60 milliards d'euros. Donc 60 milliards d'euros. Donc 60 milliards d'euros de hausse d'impôt. On va les prendre que sur les gens qui, depuis 2017, se sont considérablement enrichi, et on ne l'y prendra pas parce que les dépenses publiques, c'est là où vous le prenez. Là, il y a l'IPP, l'Institut de politique publique, qui vient de faire à peu près une étude qui dit, par exemple, une année blanche
savez, le fait que vous n'augmentez pas les budgets ou les prestations, ça a un effet récessif quasiment pour toute la population, sauf pour les plus favorisés. Si vous faites en sorte de ne plus indexer les pensions de retraite, comme j'ai entendu, pareil, vous avez un effet récessif. Donc l'année blanche, pour être clair, vous êtes totalement contre Oui, parce que non seulement c'est une erreur, parce que aujourd'hui nos services publics souffrent pour répondre aux besoins des Français, mais en plus dans la situation économique aujourd'hui, vous avez un effet récessif et que les Français comprennent. Les dépenses publiques, ça alimente l'économie aussi. Quand le marché va mal, quand l'économie privée va mal, ça alimente l'économie. Si vous baissez les dépenses publiques, vous avez un effet récessif au-delà du fait que vous ne répondez pas aux besoins des Français. Donc j'allais dire que c'est à contre-temps totalement d'un point de vue économique. Bon, Antoine Armand, c'est-à-dire qu'au fond, là, Éric Coquerel, il dit exactement l'inverse de ce que vous vous apprêtez à faire, c'est-à-dire il faut augmenter les impôts, vous ne voulez pas, et il ne faut pas de l'année blanche, alors que là, visiblement, c'est ce qui pourrait sortir du chapeau de François Bayrou. Oui, sans surprise, on a une vision économique radicalement opposée avec celle de la France insoumise. Parce que l'euro d'argent public, il vient de nos impôts ou de la dette. Il n'y a pas 1 euro d'argent public, de dépenses publiques, qui vient d'autre part que des impôts ou de la dette. La dette, je ne reviens pas dessus, je pense qu'on peut tous considérer qu'on est largement au maximum de ce qu'on peut tolérer. Et les impôts aussi. Donc il faut avoir le courage de dire non, les impôts des plus riches, c'est pas vrai. Et j'y reviens, les aides aux entreprises, les niches fiscales, vous savez, tous ces jolis noms inventés qu'on donne sur les plateaux de télévision reviennent qu'à une seule chose, augmenter les impôts et réduire la compétitivité de nos entreprises. Et j'entends toujours avec une certaine surprise que pour la France insoumise, un emploi n'est pas un emploi. Il y a un emploi d'une grande entreprise, ça visiblement c'est quelque chose de plus désagréable qu'un emploi dans une TPE ou dans une PME. Nous avons créé 2 millions d'emplois, les chiffres le montrent. Vous avez créé 770 000 auto-entrepreneurs, 1 million d'apprentis, et le chômage va remonter. Donc vous dites des choses fausses. Non seulement 2 millions d'emplois ont été créés, des fake news. Non seulement 2 millions d'emplois ont été créés, mais ce n'est pas nous qui les avons créés, ce n'est pas vous, ce sont les entreprises que vous voulez continuer d'imposer. Pour répondre là encore à ce que disait Éric Coquerel sur l'année blanche. Oui, mais est-ce que c'est une bonne mesure d'économie? Est-ce qu'il vaut mieux faire un rabot pour tout le monde de manière aveugle ou des économies ciblées? Il vaut toujours mieux faire des économies ciblées. Donc pas favorable à l'année blanche. Pardon, mais est-ce qu'il y a une majorité aujourd'hui pour faire des économies ciblées aux bons endroits? Est-ce que les partis autour de la table, autour de la table sont prêts à faire des économies? Et regardez, j'entendais tout à l'heure sur votre plateau, Raphaël Glucksmann, vous lui avez posé une question simple. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, un seul, d'économie à faire? Non. Posez la question au Parti socialiste, je crois qu'ils sont cousins, c'est la même réponse. Donc si aujourd'hui les partis politiques à l'Assemblée nationale sont infichus de proposer ne serait-ce qu'une économie, est-ce qu'il y a d'autres positions sur l'année blanche? Je suis pour, 1, que nous réduisions notre dépense publique parce que nous avons besoin, 2, que nous le fassions de manière intelligente et ciblée, et si c'est pas possible, s'il faut en arriver... comme Éric Lombard que l'année blanche, c'est un concept assez flou. 5,7 milliards, ça rapporte seulement. Ou est-ce que vous êtes comme Madame Montchalin qui pense que c'est une bonne idée? En dépenses, ça a un sens. Ça veut dire qu'on n'indexe pas sur l'inflation et ça peut rapporter un certain nombre d'économies. Si on fait l'année blanche sur l'impôt sur le revenu, ça veut dire que le barème augmente et que les Français sont imposés davantage. Moi, je suis pas pour qu'on fasse une année blanche sur les impôts. Ça veut dire que les Français vont payer plus. Est-ce que dire on gèle tout et puis on verra l'année prochaine, ça va régler le fait que notre dépense continue à augmenter et qu'on n'est pas capable de la financer? Non. Est-ce qu'on sera capable de faire mieux? Est-ce que le gouvernement sera capable de faire mieux dans le prochain budget? Je ne sais pas. On a besoin de stabilité gouvernementale et on a besoin de faire des économies et les moyens doivent être les bons. Justement, Néla Latroux, stabilité gouvernementale. On a de plus en plus d'appels, non seulement à la censure, à la dissolution. François Bayrou, est-ce qu'il peut ne pas tomber? Est-ce qu'il y a un seul scénario où François Bayrou réussit à passer au travers des gouttes à l'automne prochain? Je vais vous confier des éléments sur les échanges, d'analyse, mais juste avant cela, des éléments d'échange avec notamment des membres du gouvernement. Ce qui est particulièrement piquant en ce moment, c'est que tous les membres du gouvernement avec qui le service politique de BFM TV échange considèrent avoir une date de péremption au moment du budget, c'est-à-dire tous considèrent qu'en réalité ils vivent leur dernier mois au gouvernement. Il n'y a qu'à Matignon où on dit si, il existe un chemin. Il existe un chemin. L'espoir fait vivre. Donc pour le coup, on va dire que ceux qui le vivent de l'intérieur ont assez peu d'espoir, à l'exception du premier d'entre eux. Ensuite, pour les éléments d'analyse, en réalité, il y a un scénario, où François Bayrou peut passer le budget. C'est le scénario où le Parti socialiste considérerait que le risque de dissolution est beaucoup trop grand.
Et que de ce point de vue-là, se remettre en quelque sorte dans les débats, dans les questions que vous avez pu poser à Raphaël Glucksmann à l'instant. Est-ce que oui ou non, alliance avec LFI, etc. Ouais. Au Parti Socialiste, ils sont un certain nombre à dire attention, ce risque de dissolution est trop grand et qu'il faut se retrouver soit à refaire ami-ami avec la France Insoumise, soit à perdre un certain nombre de circonscriptions parce qu'on y va seul. Et ben dans ce cas, il faudra faire en sorte de ne pas voter une censure en même temps que le Rassemblement national, puisque je rappelle que arithmétiquement, pour que François Bayrou chute, il faut qu'il y ait une motion de censure et il faut qu'elle soit votée en même temps par les Insoumis, les écologistes, les communistes, le RN et le Parti Socialiste. Moi, j'ajouterais une chose quand même, c'est qu'il faut aussi s'interroger sur le président de la République, Emmanuel Macron, parce que ces 3 derniers jours, oui c'est ça, 3 derniers jours, entre son appel à ce que le chef du gouvernement gouverne et hier, le fait qu'on ne fait rien, je le cite, il ne se passe rien. Je trouve que le président de la République a une attitude. Lui, vous disiez, est-ce que le Premier ministre peut passer son budget? J'ai l'impression que le président de la République, lui, il met une grosse pression sur un Premier ministre, comme si finalement, il avait le sentiment que c'était peut-être comme le pensent certains ministres, la date de péremption de ce Premier ministre arrivait peut-être à la fin. En tous les cas, je trouve que ces 2 dernières interventions ont été quand même des charges assez lourdes, de manière de mettre plus que la pression sur son Premier ministre. Au point, Éric Coquerel, que si j'ai bien écouté, entendu ce que vous disiez ce matin chez nos confrères d'LCI, vous dites carrément qu'il faut qu'Emmanuel Macron démissionne. Ah bah, la logique, ça serait qu'Emmanuel Macron démissionne. Je l'explique pourquoi. Il est le responsable largement de la situation. C'est-à-dire qu'il a décidé de dissoudre l'année dernière. Il n'a pas tenu compte du résultat des élections. Il a proposé que gouvernent des gens qui sont toujours minoritaires sur une politique minoritaire, qui continue d'ailleurs à s'appliquer coûte que coûte. Bon, donc l'argument de la stabilité. Mais l'argument, Éric Coquerel, vous qui êtes président de la Commission des finances, de la stabilité, économique, financière. Vous voyez bien qu'il n'y a aucune stabilité. Il n'y a pas de stabilité. La preuve, c'est que on nous explique qu'on a un gouvernement qui, depuis des années, a comme objectif de réduire les déficits. On n'y arrive pas. Cette année, on va encore annuler des crédits par rapport à ce qui avait été prévu. Les recettes ne seront pas au rendez-vous. Donc, il n'y a pas de stabilité. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il n'y a pas de stabilité, c'est qu'Antoine Armand, je pense qu'il dramatise un peu trop, notamment par rapport à l'Italie, mais nous dit par rapport aux autres pays européens, c'est mauvais. Mais qui gouverne depuis 2017 ce pays? Si c'est mauvais, quel est le constat d'échec? Donc, moi, je pense que Emmanuel Macron, parce que je crois que le retour au peuple est nécessaire, ça devrait être la logique. Je crois qu'il ne le fera pas. Donc, à partir de là, je pense que la dissolution, à mon avis, est un moindre mal. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas continuer comme on est aujourd'hui. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, excusez-moi, mais on est dans un moment de bascule. On est en train de sortir d'un moment où le capitalisme était basé sur le libre-échange à une confrontation commerciale très dure. Avec, en plus de ça, Donald Trump qui impose des budgets de défense à tous les pays à environ 5%, alors que la terre brûle et qu'on met rien quasiment sur la bifurcation écologique. On est arrivé à un moment où la politique de l'offre et de la compétitivité échoue partout. Donc les Français devraient se saisir de ce choix. On ne peut pas continuer comme ça à imposer une politique et on se dit, au nom de la stabilité, finalement, il vaut mieux que ça continue. Voilà, une politique qui se plante régulièrement et qui en plus est assurée par des minoritaires, ce n'est plus possible, c'est pas démocratique et en plus ça nous met dans le mur. Donc je ne le souhaite plus. Antoine Armand, je rappelle que le président de la République va retrouver dans les jours qui viennent sa capacité à dissoudre l'Assemblée nationale. Ça vous rappelle des bons souvenirs, hein. Est-ce qu'à la fin, il n'y a pas une forme de logique quand on a une situation qui est bloquée à ce point, avec la perspective d'une nouvelle censure à l'automne, de dire il faut revenir au peuple? La France Insoumise le demande, le Rassemblement National le demande. Mais est-ce qu'il ne faut pas les écouter? En croyant qu'on va atteindre quel résultat? Une majorité absolue du Rassemblement National ou une majorité absolue du nouveau Front Populaire, avec ou sans socialiste, ça dépend des jours, mené par la France Insoumise? Je veux dire, il faut regarder la réalité en face. Changer de Premier ministre, changer de composition de l'Assemblée nationale ne changera pas la situation économique mondiale et ne changera pas la situation financière nationale. Et dans ce tumulte international et dans cette fragilité nationale, nous avons besoin de nos institutions de stabiliser. Et les Français le souhaitent. Les Français, ils souhaitent pas encore du bazar. Ils souhaitent pas encore fragiliser les institutions. Ils souhaitent évidemment pas que le chef de l'État n'aille pas au terme de son mandat parce que ce sont
les institutions de la Ve République qui le veuillent. Ils souhaitent qu'on se défende face aux menaces de Trump, face aux menaces de la Russie. Attends, vous dites ils souhaitent, mais si vous leur demandez pas leur avis dans les urnes, et que nous faisions pardon, ça fait pas très longtemps qu'on leur a demandé leur avis. Qu'est-ce qui vous fait croire que le résultat serait radicalement différent? Ce qu'ils veulent en revanche, c'est qu'on fasse preuve de responsabilité collective. Mais si vous aviez pu nous censurer, je crois que vous l'auriez fait depuis janvier. C'est quand même un problème. Vous nous dites en gros il faut la stabilité. Donc laissez-nous gouverner même si on perd les élections. C'est pas entendable. Mais pardon, quand vous avez censuré le gouvernement de Michel Barnier, vous l'avez fait avec le Rassemblement national. Vous souhaitez le refaire à nouveau avec le Rassemblement national. Je vous rappelle qu'avant vous n'êtes pas en état de le faire parce que vos amis socialistes, ne sont pas avec vous en dehors des élections. Mais c'est la démocratie, ça. Bon courage pour le budget. Néla Latrousse, Bruno Jeudi, ça ne peut que bien se passer. Merci à vous. Antoine Armand, Éric Coquerel, Néla Latrousse et Bruno Jeudi d'être venus ce soir dans C'est pas tous les jours dimanche. Tout de suite, le duel du